Merci à tous d'être présents pour cette troisième session. On va donc commencer tout de suite avec Syndicio. Tu as donc 5 minutes de pitch et 5 minutes d'échange avec le jury à la suite de cela. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un problème. Alors, au départ, c'est un constat de base qu'on estime indiscutable. Alors, on va enfoncer quelques portes ouvertes. L'immobilier, ça concerne une majorité de Français. 60% à peu près des Français possèdent un patrimoine immobilier. L'immobilier rime souvent avec copropriété, et c'est là que ça commence un petit peu à se corser. En gros, à peu près un tiers du parc immobilier en France, c'est de la copropriété. La copropriété, c'est des immeubles, c'est les voisins, enfin voilà, c'est tout l'univers de la copropriété. Et dans ce cadre-là, la copropriété, on dit un peu de manière ironique, mais un cadre de gestion paisible et performant. Le syndic, la personne qui gère une copropriété, il faut savoir que c'est en gros dans le top 3, en fait c'est top 4 des métiers les plus détestés en France, avec l'assureur, le banquier et le politicien, mais à savoir est-ce que le politicien est un métier ou pas. Bon, voilà. Mais bref, à peu près 60% de copropriétaires mécontents, on va toujours à son AG de copropriété en tirant les pieds, enfin bref, c'est pas évident. Qu'est-ce que dit la loi? À partir du moment où il y a 2 propriétaires dans un immeuble, il vous faut un syndic. Là, 2 solutions, un syndic professionnel, et on arrive sur la solution tant décriée, avec beaucoup de mécontentement, une faible qualité de service, des difficultés, voilà. C'est essentiellement lié à 2 points, notamment, le premier, c'est que les syndics sont ni demandeurs ni compétitifs sur les petits immeubles. Le problème, c'est que les petits immeubles, c'est 60% du parc immobilier français. Donc les immeubles de moins de 10 à 15 lots, c'est à peu près 60% du parc immobilier français, sur lesquels les syndics ne savent pas être compétitifs et ont du mal à traiter, ne serait-ce qu'en termes de durée de temps. De l'autre côté, la loi offre la possibilité d'élire un syndic bénévole. Un syndic bénévole, c'est quoi? C'est un copropriétaire qui dit OK, moi je veux bien gérer notre immeuble. La contrainte, c'est que ce syndic bénévole va porter à peu près les mêmes obligations qu'un syndic professionnel, comptable, juridique. Et on a usage de dire que les bons comptes font les bons amis, les bons comptes font aussi les bonnes copropriétés. Et ce n'est pas toujours évident de gérer toutes les factures, tous les partages entre copropriétaires. Ce n'est pas toujours évident d'aller réclamer le solde de charge à son voisin. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, on est à nouveau là sur une impasse. De ces 2 constats, on a créé une solution qui n'existe pas encore sur le marché, qu'on a appelée le syndic bénévole assisté. Le syndic bénévole assisté de Syndicio, qu'est-ce que c'est? On dit, écoutez, on va vous proposer de remplacer le syndic professionnel en devenant syndic bénévole, et nous, on va vous apporter toute l'assistance nécessaire pour gérer votre copropriété très simplement. Cette assistance, c'est 2 briques. Une brique technologique qui vous permet de répondre à toutes les contraintes légales, donc un extranet, un outil comptable, un outil de gestion technique, un annuaire de vos copropriétaires, et ainsi de suite. Et puis une brique service avec des équipes chez nous qui vont vous gérer la comptabilité de la copropriété, vos contentieux juridiques, vos éventuels travaux, bref, tous les services nécessaires pour la gestion d'une copropriété. La grosse différence avec le reste du marché, c'est que nous, on n'est pas porté par des contraintes réglementaires. Il faut savoir que le marché du syndic, c'est un des marchés les plus réglementés en France. Vous avez même, depuis la dernière ministre du Logement, la loi Duflot, un contrat obligatoire. C'est-à-dire que chaque syndic, tous les syndics sont obligés de suivre exactement le même contrat. Donc le seul outil de différenciation, c'est le prix. Sauf que chez Syndicio, nous ne sommes pas de syndic. Nous, on est assistants du syndic bénévole. Donc on offre aux copropriétés le niveau de service et le niveau de service souhaité par la copropriété. Le gros avantage de tout ça, c'est qu'on va diviser le coût de gestion d'une copropriété par 3. Donc là, c'est vraiment notre élément de différenciation majeur sur ce marché-là. Deuxième avantage, c'est qu'on est sur une solution coopérative, donc on change complètement la vision de la copropriété. On ne va pas alléger le couteau entre les dents pour aller se faire le syndic professionnel, pour qui on est très mécontent. On va partager son assemblée générale chez le syndic bénévole, dans un appartement. Donc même si ça paraît pas forcément évident, on change complètement la vision d'une copropriété et on transforme la copropriété en lieu de vie sur lequel nous, on va venir apporter tout un tas de services qui sont des services à la personne, des tas de services pour améliorer le quotidien d'une vie en copropriété. Au départ, dans l'équipe, on est 2 personnes. Donc moi qui avais précédemment un cabinet d'administration bien très traditionnel, que j'ai cédé à un réseau immobilier traditionnel pour développer cette solution et permettre de moderniser complètement ce métier qui n'a pas évolué depuis la nuit des temps. Les syndics existent depuis 80 ans. Il n'y a pas eu d'évolution sur ce secteur depuis 80 ans.
Sandrine qui s'occupe de tout ce qui est la partie comptable et administrative, qui a 20 ans de gestion et qui va, elle, diriger toute la brique service qui est chez Syndicio. Actuellement, on est une équipe de 5 personnes et on compte et on espère se développer à environ 15 personnes en interne à horizon 2018, sachant qu'on intégrera de nombreux consultants répartis à peu près partout en France. Notre plan de développement en 2 mots. Juin 2015, on a fait nos preuves, on a une quarantaine de copropriétés, on structure notre réseau de consultants. À horizon 2018, on aura à peu près 2000 copropriétés clientes en France et ensuite on se développe à l'international. C'est le même système de fonctionnement partout en France. Très bien, merci. On enchaîne tout de suite avec les questions des jurys. Tu parlais que tu divisais le coût par 3. Qu'est-ce que tu divises par 3 exactement? Parce que le syndicat bénévole, c'est chiant, ça prend du temps, c'est laborieux, mais en général, c'est pas cher, voire fait bénévolement, donc gratuitement. C'est quoi que tu divises par 3 exactement? Et ton business model là-dessus, tu nous en as pas parlé? Oui, en gros, les honoraires d'un syndic professionnel, c'est entre 160 et 200 euros du lot par TTC par lot. Nous, notre service complet pour avoir un niveau de gestion quasi homologue à un suite syndic, on est aux alentours de 60 à 65 euros par lot. Donc on divise tout simplement le coût de gestion de la copropriété par 3 via cette... Alors c'est vrai que ça demande par contre, mais comme tous ces services un petit peu innovants, qu'un copropriétaire prenne la décision de dire moi je veux bien être syndic bénévole, sachant que si jamais il fait le choix de nous transmettre l'intégralité de ses besoins, il aura à peu près quasiment plus rien à gérer dans la copropriété. Ah oui, notre business model, on vend le service. Alors on vend 2 choses. On vend l'accès à la plateforme chez Syndicio pour la copropriété et ensuite on vend du service, soit une brique de base qui est la brique comptable, et puis ensuite on vend du service à l'heure pour tout ce qui est accompagnement, préparation de l'AG, suivi des travaux, sinistres, contentieux. Et en euros, ça donne quoi? En euros, par lot, par an, nous on facture en gros 60 euros du lot par copropriété, par an, à peu près. Et panier moyen avec les heures supplémentaires alors, à notre grand étonnement, nous, on était plutôt conçus pour des copropriétés de moins de 15 lots, hein, c'est tout le motif. Sur nos 40 premières copropriétés, on a à peu près 50% de nos copropriétés qui ont plus de 50 lots, et on a eu jusqu'à des copropriétés de 150 lots. 150 lots, c'est des grosses barres d'immeubles, donc des choses qu'on pensait ingérables en syndic bénévole. Ça se passe très bien, donc là, on a un panier moyen qui est très élevé. En moyenne, sur notre taille, c'est entre 1500 à 2000 euros par copropriété par an. Tu peux nous faire un retour sur ton onboarding client? Est-ce que c'est dur à convertir? Comment tu t'y prends? Et aujourd'hui, tu en as 40 en portefeuille, donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit feedback là-dessus? Oui, c'est la grosse difficulté, c'est que pour convertir une copropriété, il faut toucher les 1 ou 2 personnes qui sont un peu moteurs, les 1 ou 2 copropriétaires qui sont un peu moteurs dans une copropriété. Il n'y a pas de base de données, ça change chaque année, ils vendent, ils rachètent leur appartement. Donc on est à peu près sur le même marché. Enfin, c'est une difficulté que rencontrent tous les gens qui veulent travailler avec des copropriétés, mais c'est les gaziers, les banques, les syndics traditionnels. Chez Syndicio, nous, on a fait le choix, on accompagnait précédemment des administrateurs de biens traditionnels sur leur présence sur Internet. Et donc on a réutilisé pas mal de ces leviers, notamment des outils de lead en ligne, des outils de génération de contrats, des groupes Facebook. Enfin voilà, on a pas mal de leviers qui nous permettent d'identifier ces quelques copropriétaires principaux et de les convertir ensuite en clients pour Syndicio. Pour avoir une idée de votre ambition, peut-être, cette année, vous souhaitez arriver où? Et peut-être à 3 ans, nous donner une idée du chiffre que vous visez? Oui. Aujourd'hui, cette année, cette année blanche, en copropriété, ça fonctionne un peu par AG, qui clôture des saisons comptables. Donc en gros, la grosse saison, c'est de février à juin. Donc sur février et juin de l'année prochaine, à l'issue de la saison prochaine, on espère être aux alentours entre 450 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Sous 3 ans, on vise 2 millions de chiffre d'affaires sur notre activité. Sachant que, à la différence d'autres syndics, on a tout un volant d'affaires qui n'est pas présenté et pas exploité. Un syndic ne peut pas exploiter sa base de données. Nous, on n'est pas syndic. Et j'ai vu que précédemment, il y avait des pitchers, notamment le site Travolib, qui propose des travaux. Nous, on est capable d'intégrer une offre de travaux et nombreux copropriétaires sont intéressants pour avoir du conseil travaux. On est capable d'intégrer, tout à l'heure on discutait avec quelqu'un qui propose des services de choix de ligne téléphonique, de solutions Internet, enfin voilà. Donc il y a tout ce volant-là aussi qu'on ouvre sur nos copropriétés. Pardon, votre besoin de financement là, dans les
prochains mois? Alors, notre levée de fonds et nos besoins de financement sont essentiellement sur deux aspects. Enfin, un aspect principal, on souhaite continuer à digitaliser le cycle de gestion d'une copropriété. Il faut savoir que très peu de choses ont été faites dans ce domaine-là. Enfin, il y a des outils, mais c'est plutôt des outils destinés à des syndics professionnels qui ont été générés qui ont été créés dans les années 60, donc avec des vieilles technos, des trucs très lourds. Et donc nous, on veut offrir des tas d'outils de gestion, notamment typiquement un outil de gestion d'assemblée générale pour nos copropriétés en ligne et un outil de gestion de sinistres. Et donc essentiellement sur ces leviers-là, on aurait besoin de financement pour porter notre développement. Merci. Très bien, on enchaîne tout de suite avec Strime. Tac, la manette, il faudra que tu me dises. Il a perdu son micro. Bon. Okay. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de Strime, dont je suis le cofondateur et le président. Donc, Strime, c'est un outil qui permet d'améliorer les relations clients en optimisant les retours sur le suivi d'un projet audiovisuel. Alors, les relations clients sont toujours compliquées dans les métiers créatifs. La vidéo ne fait pas exception. Comment ça se passe généralement pour la vidéo? Alors, on va prendre le cas d'un vidéaste qui travaille avec son client. Ça, c'est le vidéaste. Il va créer sa vidéo pour son client. Une fois qu'il a fini, il va la poster sur une plateforme comme YouTube ou Vimeo, qui va partager à son client. Là, on le reconnaît avec la cravate. Celui-ci va essayer de faire un mail pour apporter ses remarques, ses corrections, tout ce qui ne va pas. Donc, il va faire un petit mail le plus précis possible, dans le meilleur des cas. L'envoyer au vidéaste qui va procéder aux corrections, qui va reposter ça sur la plateforme. Et c'est un cercle qui ne s'arrête que quand le client est content. Donc, c'est un processus qui peut marcher, mais qui a différents désavantages. Les désavantages, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps. On va perdre beaucoup de temps à gérer ses mails, aller sur la plateforme, enfin, trouver un lecteur qui puisse lire le fichier vidéo qu'on lui envoie. Ensuite, ça va manquer de précision. Généralement, le client ne parle pas forcément le langage du vidéaste. Il va essayer de s'expliquer avec ses propres mots et par mail, ce n'est pas toujours très facile. Donc, ça peut générer de la frustration dans cette relation client. Et ensuite, on n'a pas vraiment d'archivage de toutes les corrections, de toutes les remarques qui ont été faites. Si vous travaillez sur plusieurs projets en simultané, vous pouvez rapidement avoir des dizaines et dizaines de mails qui s'accumulent dans votre boîte. Donc, Strime va apporter une solution à tout ça. Strime, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir apporter des annotations directement sur la vidéo. Alors, c'est dommage, normalement, il y avait une petite vidéo, mais comme on a travaillé la présentation sur Mac, ça ne marche pas sur PC. En cliquant simplement sur la vidéo, vous allez pouvoir mettre des petits pointeurs qui vont vraiment signifier au vidéaste où se trouve le problème. Donc, ça va permettre de localiser précisément au vidéaste où est le problème. Et ensuite, hop là, voilà. Sur le côté droit, vous avez tous les commentaires qui sont listés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir répondre à votre client pour demander des précisions le cas échéant. Vous allez pouvoir masquer les commentaires qui ont été traités. Donc, sur cette plateforme, vous avez vraiment l'intégralité de votre projet. Ce qui permet, d'une part, pour le client d'être plus facile, parce qu'il n'a pas besoin de jongler entre YouTube, par exemple, et son client mail. Le vidéaste a tous les retours sur le côté. Vous avez une plateforme unique pour gérer tout ça. En plus, vous avez un archivage de toutes les corrections qui sont demandées, puisque vous pouvez versionner un petit peu la vidéo. Si vous avez plusieurs versions, vous allez avoir accès à toutes les corrections pour chaque vidéo. Alors, notre solution repose sur le marché de la vidéo. C'est un support de communication qui est en pleine expansion depuis quelques années maintenant, principalement sur Internet. Actuellement, la vidéo représente 60% du contenu mondial d'Internet, ce qui est assez conséquent. Le nombre de vidéos explicatives, on parle beaucoup des tutos et tout ça, ont été multipliés par 8 en 5 ans. Internet, c'est le seul poste de dépenses de communication des grands annonceurs qui a augmenté en 2015, donc avec plus 5,8%.
Et les dépenses des annonceurs sur la vidéo online ont doublé en 2 ans, avec 8 milliards cette année. Donc c'est un marché qui est vraiment très important. Et pour nous accompagner, nous avons déjà différents prestataires. Orange, Strime fait partie du programme Badge de confiance qui permet de protéger les données personnelles de nos utilisateurs. Ils vont pouvoir contrôler toutes les données qu'on a à leur sujet et ce qu'on en fait en fait, avec une application Internet. Numelink qui nous accompagne, Numelink qui est le premier cluster rhône-alpin d'entreprises numériques. Et enfin OVH qui nous soutient avec son programme Digital Launchpad qui nous donne des ressources serveurs essentiellement et qui nous conseille au niveau technique. Notre business model, on est en mode SaaS. Donc on a tout d'abord une formule gratuite, à 0 € par mois, c'est gratuit, qui permet à n'importe qui de tester la solution. On a juste bridé l'espace de stockage, c'est-à-dire que n'importe qui a un petit projet pourra très bien s'en servir pour son projet. Toutes les fonctionnalités sont disponibles. Ensuite, on a une offre qu'on appelait l'offre Pro, limitée à 10 gigas, ce qui permet quand même de mettre un nombre assez considérable de vidéos. Pareil, tout l'espace de stockage limité à 10 gigas, autant de vidéos que vous voulez, autant d'utilisateurs que vous voulez. Nous avons actuellement 2 offres qui restent à définir, qui seront plus destinées aux agences de communication et aux annonceurs qui consomment beaucoup de vidéos. On va développer des fonctionnalités spécifiques pour ces 2 types de clients. Concernant le marché, pour l'offre Pro, c'est actuellement un peu plus de 3500 entreprises. Dans le meilleur des cas, si tout le monde souscrivait, ça correspondrait à 630 000 €, mais ça c'est un petit peu utopique. Une offre premium donc destinée aux agences de communication qui correspond actuellement à 16 000 entreprises en France. Et le secteur de la vidéo en France augmente de 3% depuis 16 ans. Tous les ans, on a une progression moyenne de 3%. Donc c'est un secteur qui monte tout le temps. Notre objectif, d'ici la fin de l'année, on va développer une version espagnole de manière à attaquer un petit peu le marché étranger. Nous avons prévu d'ici 5 ans d'engager, de recruter, principalement dans le domaine du marketing, puisque c'est un peu notre point faible actuellement. On a une équipe qui permet de développer toute la solution Internet, mais le marketing est un petit peu léger. Et ensuite, d'ici 5 ans également, d'essayer de devenir l'outil de référence de révision de la vidéo. Voilà, tout ça pour proposer un outil qui permet de limiter le stress au moment des phases de relations clients et le suivi des projets. Merci. Très bien, merci pour cette présentation. On enchaîne tout de suite avec les questions. Bonjour, j'ai 2 questions. La première, quelle est la typologie de clients que vous pistez en fait? Vous avez parlé des entreprises, 3500 je crois, oui. Mais c'est plutôt des grands comptes, j'imagine, puisque là c'est à destination d'entreprises qui ont besoin de faire de la vidéo professionnelle et donc faire de la review de vidéos professionnelles. Donc j'imagine, est-ce que c'est plutôt des grands comptes? Ça c'est ma première question. Et deuxième question, le marché adressable, parce que si on fait, je reviens sur votre avant-dernier support où vous dites qu'il y a un marché de 600 000 € sur ces entreprises-là, et ensuite, même s'il y a des agences, si je fais une règle de 3, ça fait un marché de peut-être 5 millions d'euros. Donc, voilà, question sur le marché. Alors, les 3500 entreprises, c'est tous ceux qui s'occupent de la production audiovisuelle, c'est-à-dire ça part du freelance, qui fait ça dans son coin, jusqu'à une boîte de production audiovisuelle. Donc, c'est vraiment les gens qui travaillent sur la vidéo, uniquement. Le deuxième type d'entreprise... Pas forcément, ça peut être, par exemple, moi je fais de la vidéo de mon côté, ça peut être parfois une petite entreprise qui a besoin d'une vidéo, qui fait appel à un vidéaste, et le vidéaste, pour améliorer justement cette relation client, va utiliser Strime pour valider en fait son travail. La deuxième offre, les 16 000 entreprises, c'est plus les agences de communication qui feraient le relais entre les grands comptes justement et les vidéastes. Toutes les agences de communication n'ont pas forcément des vidéastes dans leurs équipes, elles font souvent appel à des prestataires extérieurs. Et finalement, la troisième offre, effectivement, celle-là s'adressera aux grands comptes, puisqu'on va leur proposer une plateforme qui permette de centraliser toute leur production vidéo. Il y a certaines entreprises comme Adecco et Air France qui font réaliser plusieurs centaines de vidéos par an. Pour eux, ça peut être intéressant, et ça l'est, je suis en contact avec Adecco, d'avoir une plateforme qui centralise justement toutes ces productions vidéo. Et le marché. Alors justement, le marché, effectivement, en France, c'est un marché qui, somme toute, ne fait pas une somme énorme en termes de chiffre d'affaires, je suis d'accord avec vous. Par contre, c'est une plateforme qui est facilement transposable à l'international. C'est pour ça que dès la fin de l'année, nous développons une version espagnole. Alors pourquoi espagnol? Tout simplement, enfin il y a 2 raisons. Notre développeur web est parti s'installer au Chili, donc c'est une porte d'entrée facile pour nous d'aller dans le marché sud-américain.
Et actuellement, nous avons 2 concurrents principaux qui sont américains, enfin nord-américains. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier un petit peu le côté oublié de ces 2 concurrents, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. Combien de clients avez-vous aujourd'hui, hein? Alors notre plateforme est toute jeune, donc actuellement nous avons 200 personnes d'inscrites, une grande partie sur l'offre gratuite bien sûr, mais ça fait moins de 3 mois qu'on est en place, donc c'est un peu difficile après de voir un petit peu la progression pour l'instant. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de gens spécialisés dans le marketing, c'est vraiment un petit peu notre point faible aujourd'hui, c'est qu'on a tout ce qu'il faut en interne pour développer la solution, un graphiste, un développeur, des vidéastes, mais le côté marketing pêche un petit peu. Vous avez réussi à dimensionner un peu le ROI pour vos clients ou pas? Le ROI. Enfin, le gain qu'ils peuvent avoir en temps ou en économie d'argent par rapport à... Actuellement, on a fait une petite enquête vis-à-vis des utilisateurs qui sont assez réguliers sur notre site. Ils gagnent environ entre 20 et 25% du temps. C'est le calcul qu'on a pu faire pour l'instant. Mais surtout, ils gagnent, je vais dire, alors c'est difficilement quantifiable, mais en sérénité, puisque les retours se font plus facilement. Côté client, les gens sont beaucoup plus à l'aise avec cette plateforme qu'utiliser leur mail tout simplement pour essayer de faire des commentaires. On a vraiment actuellement d'excellents retours du côté client. Ceux qui ne payent pas la solution, c'est un peu dommage. Mais... En termes de fonctionnalités, est-ce que vous avez prévu d'ajouter des fonctionnalités ou c'est pas prévu à court terme? Et si oui, lesquelles? Et enfin, vos concurrents en France, vous citiez 2 concurrents aux US, c'est qui pour vous? Alors la version que je vous ai présentée, c'est vraiment la solution de base qui est vraiment faite pour les vidéastes, surtout les freelances. Effectivement, pour les 2 autres formules qu'on est en train de développer, il y aura beaucoup plus de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, pour une agence de com, on va développer tout ce qui est création de comptes, par exemple créer des comptes par chef de projet, donner des fonctionnalités pour pouvoir partager un espace de téléchargement. Par exemple, si une agence de com n'a pas de vidéaste, il faut que le vidéaste puisse mettre la vidéo sur le compte. Voilà, donc on a toute une série de fonctionnalités qu'on va mettre en place, en plus avec le suivi de projet, pour améliorer le suivi de projet. Au niveau des concurrents, rapidement, en France, on n'a pas vraiment de concurrents actuellement. Il y a une plateforme qui existe, mais qui ne propose pas toutes les fonctionnalités qu'on propose ici, qui sont déjà assez limitées. Nos concurrents américains, eux, dans le fonctionnement, ça marche de la même manière. Par contre, ils ont un positionnement différent. Nous, on se concentre sur la relation professionnelle-client. Les plateformes concurrentes se concentrent uniquement sur un projet collaboratif au sein d'une équipe de production vidéo. Par exemple, entre le réalisateur, le monteur, la personne qui fait du son. Donc même si l'outil est le même, le positionnement est quand même un petit peu différent et du coup, les outils et l'interface est radicalement différente. Merci. Je vous remercie. Merci. On va enchaîner tout de suite avec Hungry Up. Si j'ai le... C'est à droite? Lucas? Ici? Ouais, je pense en fera. Mais est-ce que ça marche avec le PDF? Oui, bien sûr. C'est bien, c'est bien. Oui. Bonjour à tous, Maxime Trouche, moi j'ai 27 ans, j'ai fondé la société Hungry Up il y a quelques mois. Alors, à votre avis, combien de temps perd-on tous les midis dans les restaurants à attendre? Attente pour avoir une table, attente pour commander, attente pour avoir les menus, attente du plat pendant la cuisson, attente de la note, attente pour partager la note quand on est un certain nombre de personnes. Voilà. Alors nous, on estime environ qu'on perd entre 15 et 20 minutes tous les midis à attendre inutilement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On se fait livrer sur le pouce au bureau et parfois même on rate la pause déjeuner, ce qui nous prive évidemment d'une pause essentielle pour le corps et l'esprit. Alors nous, on a créé une solution très simple qui vous permet de prendre à nouveau une vraie pause sans stress et sans perte de temps en supprimant les phases
chronophage du restaurant en précommandant et en payant à l'avance avant même d'arriver dans les restaurants. Voilà. Alors on a une situation, on a une application qui est assez intuitive, qui permet de gagner du temps à toutes les phases. Donc vous zappez sur les plats, donc je pense que l'animation ne marche pas, c'est pas grave. On zappe un peu façon Tinder sur les plats qu'on a autour de nous. L'application vous propose les partenaires les plus proches. À la suite de ça, vous en sélectionnez un. Vous pouvez éventuellement ajouter un vin, un plat, un dessert, un café. Vous indiquez le nombre de personnes et l'heure à laquelle vous arrivez. Et en un clic, vous avez payé et envoyé votre précommande à notre partenaire restaurant. Derrière, on a un bot qui prend le relais, qui répond pour le restaurant automatiquement, qui vous confirme ou non, en fonction de la disponibilité des tables et ou des plats, qui vous confirme la précommande. Alors, on est allé au-delà de cette valeur ajoutée, au-delà de ce gain de temps énorme. Ça vous permet de manger en 30 minutes sans vous presser. On a en plus créé une solution intelligente qui va vous proposer les plats pour chaque menu de restaurant en fonction de vos goûts. Et puis, il y a une notion de vente additionnelle, puisque vous allez avoir un vin suggéré en fonction du plat, ou alors un café qui va être automatiquement ajouté à la commande si le client a souhaité cette option-là. Et puis, côté restaurant, on a une solution qui est aussi très bénéfique, puisqu'il faut savoir que dans les restaurants du midi, les établissements ont à peu près 2 heures pour faire leur chiffre d'affaires. Et nous, on va leur proposer de gagner jusqu'à 15 minutes par couvert, donc une meilleure rotation des tables. Et à la sortie, on va avoir presque un service en plus qui est considérable. Et au-delà de ça, on a aussi cette notion de vente additionnelle. On a une fonctionnalité qui, moi, me tient vraiment à cœur. C'est qu'on ne névrose pas le métier de base du serveur, qui est de vendre en salle finalement. Quand notre client arrive en salle pour commander, il va pouvoir faire son métier de manière classique, à la différence que nous, on lui donne des informations essentielles, par exemple le panier moyen habituel du client ou alors ses goûts, ce qui va lui permettre d'aborder son prospect comme un commercial bien renseigné. Voilà. On a aussi une solution qui est conçue pour minimiser les actions du serveur ou alors du patron de restaurant qui s'en occupe. On est en train de concrétiser des partenariats avec des logiciels de caisse qui nous permettent d'aller chercher directement dans le logiciel de réservation et dans les stocks pour vous donner une réponse instantanée et immédiate sur la disponibilité de ce que vous avez commandé. Et ça va nous permettre d'encore fluidifier le processus. Alors notre business model, c'est les restaurants qui payent, bien évidemment. Alors on nous disait, on ne peut pas mettre de fixe au restaurant dans ce marché-là, c'est plus possible. Résultat, nous, notre valeur ajoutée, elle était tellement bien accueillie qu'on a signé plus de 300 restaurants en payant, avec à la fois du fixe et du variable, en leur proposant évidemment, ce qui paraît logique, de supprimer le fixe à partir d'un certain niveau de transaction. Voilà, c'est ce qu'on fera. On a fait un premier tour de site de 600 000 € en septembre dernier. Alors, on a de l'equity et des accompagnements institutionnels type BPI. On a recruté à la suite de ça une team super motivée et qui vient même parfois de la restauration digitale, à l'image d'Aude, qui est l'ancienne meilleure commerciale France de chez Restoin. Pour info, voilà. Donc notre traction côté commercial n'est pas une invention. Côté board member, on va dire, on a intéressé au capital des restaurants. Et ça, c'est essentiel parce que ça traduit notre philosophie d'être au plus proche du besoin. Et je pense que sur ce marché un peu complexe, il est très important d'itérer rapidement. On a des cycles de décision courts, on fait des tests chez nos restaurants qui ne sont plus des clients mais des partenaires. Voilà. Notre ambition, elle est très simple, c'est de devenir leader de la précommande et du paiement à l'avance en Europe. On a un principal concurrent qui s'appelle Allset, qui est aux États-Unis, qui vient de lever 3 millions. Et on compte bien le concurrencer de manière très sérieuse. On lance le 9 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, la précommande dans 300 restaurants à Paris. Donc on ouvre un quartier après l'autre pour activer, on va dire, cette logique réseau-là. On a besoin d'être concentré au début. Donc je vous invite tous à tester prochainement, pour ceux qui sont de Paris, cette application-là. Merci. C'est quoi la méthode pour aller chercher les restaurateurs, l'acquisition? Une force de vente, c'est des SEO Nous, en général, on a un discours simple, donc on a une force de vente sur le terrain. On essaye en ce moment de processer un peu
ce démarchage en essayant de faire des démos à distance. On essaye de réduire un petit peu les temps de closing. Parce qu'on a observé que les food tech qui marchaient le mieux, elles avaient une digitalisation en amont, on va dire, mais au niveau du closing en lui-même, on a constaté que rien n'a remplacé le face-to-face. Après, on a un discours, pour parler plus de la méthode, qui est très simple, c'est que nous, notre métier, c'est quoi? On est très réconciliant, parce que notre vrai métier, c'est de ramener les gens qui n'avaient plus le temps de manger au restaurant dans les établissements. Il ne faut pas oublier que la raison d'être d'un restaurant, c'est ça, au final, c'est d'avoir sa salle pleine en permanence. Voilà. Et c'est pour ça qu'au final, on a autant de succès sur le terrain en ce moment. Le panier moyen pour un client va être de combien selon les... Alors ça dépend. Pour être très honnête avec vous, en ce moment, on est en train d'ajuster la commission sur transaction. C'est là que viendra l'exponentialité. Le nombre d'abonnements fixes sera limité et par la suite, il sautera. En revanche, c'est vraiment sur le B2C qu'on va transformer. Et on a démarré à 6% il y a 6 mois quand on faisait du bêta-test, on a facturé. Aujourd'hui, on est à 10%, on espère être entre 15 et 20% quand les restaurants auront compris cette valeur ajoutée de permettre la précommande à l'avance. Quand ils auront vu, on va dire, suffisamment le gain de temps, on espère monter encore cette commission-là, puisque c'est de là que viendra l'attraction principalement. Et donc dans ton BP, à l'année, pour un restaurant, tu as mis quoi? Pour l'instant, on a un palier moyen qui est à peu près à 400 € par an, mais on espère être à 3000 € plus tard. Voilà. Combien de temps le temps, c'est 20 minutes de gain, c'est ça? Jusqu'à 20 minutes. Jusqu'à 20 minutes. C'est très ambitieux, 20 minutes, mais ça arrive sur les tests qu'on a fait, ça est arrivé fréquemment. En général, c'est plus 10 à 15 minutes. Parce qu'en fait, sur un modèle de précommande, je vois bien l'intérêt quand, par exemple, il y a aujourd'hui des startups qui se lancent, quand il faut aller retirer à la boulangerie ou quand il y a du takeaway, en fait, c'est de dire ça apporte une vraie valeur ajoutée au niveau business à l'exploitant, parce qu'en fait, quand il y a de la queue, la file d'attente, il perd du business. Et s'il a une autre file d'attente et qu'il peut faire de la précommande, là, c'est générateur de business. Dans ton cas, si un restaurant marche bien et qu'il est plein, il enchaîne ses tables et tu n'es pas un vrai apporteur de business. Ce que tu fais, c'est tu réduis. C'est-à-dire que le truc qui est j'ai le serveur, il passe en salle et il prend la commande, il faut la préparer. Donc c'est dans ce sens-là où tu compresses le temps. Mais du coup, c'est quand même en termes de valeur ajoutée, autant la valeur ajoutée pour le client final, elle est très claire, c'est de dire je fais pas la queue. Mais pour le restaurateur, comment ça se quantifie? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi on transforme aussi ces restaurants-là? C'est parce qu'il y a un fonctionnement qui est simple, vous qui connaissez la restauration, c'est qu'ils ont 2 services, les restaurants. Ils ont de midi à 13h et de 13h à 15h. Qu'est-ce qui se passe? En général, de 13h à 15h, ils sont pleins. Ils nous disent, nous, on a tout le monde qui nous fonde, il y a des gens qui attendent. On leur dit, mais pourquoi de midi à 13h, vous n'avez pas intérêt à faire que les gens restent que 30 minutes et vous ne polluez pas le deuxième service et libère la salle pour les deuxièmes. Vous allez avoir moins d'attente sur la phase où vous êtes pleine. Parce qu'en fait, ils ne sont pas pleins tout le temps. Ils sont pleins de 13 à 15 heures. Nous, on leur propose de libérer la salle avant. Et du coup, ils prennent leurs clients eux-mêmes, mais de manière plus efficace parce que la salle est vide après. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu gères l'engorgement actuel de services autour de la restauration, la livraison, le doggy bag, les gestions de caisse, etc. etc. Est-ce que ça te sert? Est-ce que ça te dessert? Voilà. Alors, évidemment, on constate un peu qu'il y a beaucoup de bruit sur ce marché-là en ce moment. Je vais un peu me répéter, mais on a un discours très réconciliant dans le sens où on aide les restaurants à faire leur métier de base, qui est la vente en salle et avoir un resto plein. Et ça, c'est essentiel. Je pense qu'on se positionne sur quelque chose de beaucoup plus naturel et on constate que finalement, c'est ça qui marche le mieux. Donc, on est un peu en opposition en ce moment avec le reste des food tech et c'est pour ça qu'on arrive à s'imposer, je pense. Voilà. Sur le pricing, je me demandais, donc je comprends que vous êtes en train d'ajuster les commissions. Le flat à 49 €, vous avez benchmarké les concurrents. Comment vous êtes arrivé à ce prix? Alors nous, on voulait avoir un fixe très vite. On voulait aussi bizarrement prouver à nos investisseurs qu'on était capable d'imposer une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, un restaurant, pour lui mettre du fixe, un coup de carte bleue, c'est très dur. Ça prouve qu'on a un pitch qui tourne vraiment bien. En revanche, c'est vraiment pas là notre business model principal. On était plutôt sur une preuve concept, ce qui nous a permis de lever rapidement un site confortable. Voilà. C'est plutôt une stratégie financière que c'est pas arbitraire dans le sens où on essaie de rentrer dans nos frais par rapport à un passage d'installation, etc. On a calculé évidemment une rentabilité sur le passage et le temps passé à équiper.
Mais on a des cautions sur tout le matériel, etc. Donc c'est pas vraiment ça qui nous prenait de la marge. Je pense que c'est vraiment une stratégie investisseur. On est sur un marché qui est très gros. On s'en cache pas. Nous, notre but, c'est de lever beaucoup en 2017 pour prendre le lead. Et on avait besoin de cet acte fort qui était de signer 300 restaurants en payant avec un fixe. Et ça, on nous l'a beaucoup dit que c'était impossible. C'est pour ça qu'on a essayé de le faire. Voilà. Merci. Merci Maxime. Du coup, pour conclure cet après-midi de pitch, on va enchaîner tout de suite avec Sherpay. Tu préfères avoir la main ou brancher ici? J'aime pas les questions. Ok, tac. C'est vrai que... Et normalement, il y a une zapette. Ouais. Il y avait un bibelot. Ah, elle est là, elle est là. Ouais, c'est normal, faut que tu lances. En fait. C'est la magie de PowerPoint. Si tu débordes sur les 5 premières, forcément tu es débité sur les 5 dernières. Allez, c'est bon? Ouais. Bonjour à tous. Partager et gérer des dépenses communes, c'est compliqué. Surtout quand on est en couple. On doit sans cesse se demander qui a payé, qui paye cette fois-ci, qui s'occupe du resto ou qui paye le ciné. Bref, il faut faire les comptes. Et faire les comptes, c'est chiant. En tout cas, chez Sherpay, on n'aime pas ça. Alors, oublions pendant un moment la compta. Voici la carte Sherpay. Comme vous voyez, c'est une carte Mastercard, sécurisée, et vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Mais voici la magie. Lorsque je paye avec la carte Sherpay, le montant est instantanément partagé et directement débité sur mon compte bancaire et celui de ma copine. On reçoit tous les deux une notification en temps réel, on retrouve le détail du paiement pour plus de transparence. Avec Sherpay, on peut aussi ajuster la façon dont le paiement est partagé pour que le paiement s'adapte à nos revenus ou à une situation spécifique de notre vie. On peut suivre l'historique des dépenses et retrouver exactement qui a payé quoi, à quel moment et de combien chacun a été débité. Et enfin, on a ajouté des fonctionnalités cool, comme la possibilité de bloquer sa carte en un clic si on la perd et de la débloquer si on la retrouve dans son jean. Voilà. Après 2 ans et demi de R&D et 3 itérations, on a lancé Sherpay le 23 juin dernier. On a très vite atteint 6000 utilisateurs. Voilà. Ces utilisateurs sont principalement des jeunes, donc de 18 à 35 ans, qui vivent en couple. Mais on a aussi d'autres utilisateurs, comme des colocs, des groupes d'amis, des nounous voilà, qui ont une carte et qui débitent leurs employeurs, ou des enfants qui débitent leurs parents divorcés, et plein d'autres cas en fait, qu'on va adresser dans un deuxième temps. Nos utilisateurs, ils ont dépensé 300 000 € et ils ont fait plus de 10 000 transactions. En moyenne, ils utilisent Sherpay 10 fois par mois et 70% d'entre eux l'utilisent au moins une fois par semaine. Donc notre objectif, c'est en avril d'avoir testé nos premières sources de revenus, d'avoir atteint 50 000 utilisateurs. Pour ça, on va continuer les efforts qu'on a mis pour le lancement. On va toujours contacter plus d'influenceurs parce qu'on se rend compte qu'ils ont un pouvoir très intéressant avec Sherpay. On va optimiser le bouche à oreille, puisque c'est principalement comme ça qu'on a obtenu tous nos utilisateurs aujourd'hui, et optimiser aussi notre stratégie de referral. Bon, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire referral, j'ai oublié le mot en français, pardon, de recommandation, pardon. Et donc la dernière étape, c'est aussi, on est en train de préparer une offre de rewards qui vous permettra, à chaque fois que vous payez, d'avoir un petit avantage, et donc ça va aussi améliorer notre croissance. Et d'ici avril, on aura aussi amélioré le produit pour répondre aux différents use cases, donc que le produit s'adapte vraiment à chaque use case, et aussi que nos utilisateurs utilisent de plus en plus Sherpay. Donc par exemple, là très prochainement, la nouvelle fonctionnalité qu'on va sortir, c'est la possibilité de changer en temps réel comment fonctionne sa carte Sherpay.
Donc moi, aujourd'hui, j'ai une dépense que je dois faire tout seul, parce que je m'achète à manger, je prends mon portable et je dis, voilà, c'est une dépense perso. Et là, je paye, et instantanément, c'est mon compte bancaire qui est débité à 100%. Et puis après, on va au resto, et puis on est avec ma copine, et donc je vais choisir le groupe couple, et là, quand je vais payer, on va être débité chacun de 50% sur son autre compte perso. Et puis après, le lendemain, lorsqu'on va déjeuner avec mes associés, je vais mettre le groupe cofondateur, et lorsque je vais payer, le paiement sera instantanément partagé en 3, et chacun sera débité sur son compte bancaire. D'ailleurs, en parlant de cofondateur, voilà l'équipe Sherpay. Donc à droite, vous avez Jonas, qui est mon ami d'enfance, et qui est architecte de formation, qui a toujours été passionné de design et qui a toujours rêvé d'être un inventeur. Et aujourd'hui, Jonas, c'est notre product owner, et c'est lui qui est en charge de la croissance. À gauche, vous avez Armen, qui a un master de stratégie de l'ESCP, mais qui a appris à coder tout seul il y a 15 ans, et puis c'est devenu sa passion. Donc c'est lui qui est en charge de nous coder des milliers et des milliers de lignes de code, et surtout de faire en sorte que voilà, notre technologie et notre produit fonctionnent bien. Et donc moi, je suis le CEO de Sherpay, et je m'occupe aussi de tout ce qui est sujet réglementaire et légal, parce que derrière une carte de paiement, il y a pas mal de partenaires, et il y a aussi pas mal de légal et de réglementaire. Et aujourd'hui, on est accompagné et on est soutenu par une équipe de 8 personnes. Donc voilà, et on sera bientôt 11. Et en fait, avec Sherpay, on veut aller plus loin. Notre vision, c'est de révolutionner la façon dont les gens interagissent avec leur argent, en simplifiant l'accès à l'information et voilà, toutes les solutions qui vont faire que on dépense et on utilise son argent d'une meilleure façon. Voilà, merci beaucoup. Et rappelez-vous, faites l'amour, pas les comptes. Merci beaucoup. Très bien, on enchaîne tout de suite avec les questions. Comment tu gagnes de l'argent? Alors, aujourd'hui, nous, on a été extrêmement focalisés sur faire un produit qui répond très très bien à un usage et acquérir des utilisateurs pour pas cher, optimiser la rétention et le tunnel de conversion qui est optimisé. On a des business models qu'on va tester et mettre en place, mais il nous fallait qu'on atteigne une masse critique. Donc aujourd'hui, on ne gagne pas encore d'argent, mais on va en gagner dans le futur. Les modèles sont assez classiques, c'est des modèles soit bancaires, soit marketing. Proposer de l'assurance, proposer une offre premium, proposer du freemium, proposer du crédit, des choses comme ça. Et un peu plus différenciant, en fait, on s'est rendu compte qu'un utilisateur, à un moment, n'a pas pu utiliser sa carte chez Leclerc Drive parce qu'elle n'était pas autorisée. Et donc on lui a dit, on est désolé, il faut qu'on fasse faut qu'on voit avec Leclerc pourquoi ça marche pas, etc. L'utilisateur est revenu, il a dit non mais c'est pas grave, maintenant je vais chez Auchan. C'est juste pour vous dire la puissance qu'on a, c'est que l'utilisateur a changé de supermarché juste parce que Sherpay était utilisé dans un autre supermarché. Donc voilà, les marques, et il y a pas mal de distributeurs qui sont intéressés par nous rencontrer et par travailler avec nous, parce que et moi je pense que c'est vers ça qu'on va se diriger le principalement possible. La stratégie là, est principalement B2C aujourd'hui. Est-ce que vous envisagez du B2B à un moment ou... Alors, c'est quel B2B Je sais pas, fournir vous parliez de payer entre associés, est-ce que ça peut être une carte d'entreprise professionnelle? Alors, en fait, on a pas mal de demandes d'entreprises qui veulent faire ce qu'on appelle de la délégation de paiement, puisqu'on s'est rendu compte que Sherpay était utilisé par des familles qui donnaient la carte à leurs nounous ou à leurs enfants et qui étaient débités eux-mêmes. Et donc, c'est pas très différent de dire je donne la carte à un employé, c'est la société qui est débitée. Donc, on va le faire. Maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? C'est une question dont j'ai pas encore la réponse, mais on a déjà des gens qui sont en test en fait en pro et qui l'utilisent comme ça. Combien ça coûte un utilisateur aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question. Il faut savoir que la carte en elle-même, donc envoyer une carte ne coûte pas très très cher. Ce qui coûte très cher pour nous, c'est le processing des transactions. Aujourd'hui, on n'a pas des très gros volumes. Et puis en fait, on a fait un produit que personne ne pensait possible et qui nous coûte assez cher aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 20 € par utilisateur par an. Et ces prix vont être divisés par 2, par 3 et par 4 avec les volumes. Et avec une nouvelle directive des services de paiement qui va être implémentée en Europe et qui nous permettra d'optimiser tous nos coûts en changeant complètement l'architecture de Sherpay. Et par rapport aux acteurs du paiement qui ciblent la même tranche d'âge, Lydia, Pumpkin, comment vous vous positionnez et pourquoi un couple de jeunes, comme on a vu sur la photo, utiliserait Sherpay et pas Pumpkin? Alors en fait...
Alors, dans le cas du couple, on a vu très très peu de gens qui utilisaient ce genre de solution. En couple, en tout cas, les gens vont plutôt faire les comptes. Et donc dire, voilà, moi j'ai payé ça, et puis se rembourser à la fin, parce que c'est vrai que c'est un peu inutile de dire, bah, t'as payé 10 euros, bon, bah, je te rembourse 10 euros, le lendemain j'ai fait les courses, donc tu me rends 50 euros, etc. Donc on pense que ces solutions ne sont pas vraiment adaptées pour la gestion de l'argent au sein du couple. Après, ces solutions, en fait, elles offrent la possibilité de se rembourser après un achat. Donc, mis à part le couple, on pourrait se dire, voilà, c'est vrai que c'est dans le même secteur, ça permet de se rembourser. Nous, on pense simplement que le problème est pris du mauvais sens et que tout doit partir du paiement. Aujourd'hui, se rembourser, c'est un peu comme faire une note de frais à son entreprise. On a eu la question, pourquoi est-ce qu'on ne vise pas le B2B? Justement, nous, on pense que tout doit venir du paiement et qu'on ne doit pas avancer de l'argent à son entreprise, donc on ne doit pas avancer de l'argent, que le paiement doit être assez intelligent pour débiter directement les gens qui doivent débiter. Donc on pense qu'ils n'ont pas pris on pense avoir pris le problème d'une meilleure façon. Et je ne sais pas s'il y avait une autre question derrière. Non, c'était simple, c'est clair. Par rapport aux acteurs du marché aujourd'hui, c'est l'usage donc qui vous différencie. Ouais, c'est vraiment l'usage, et surtout que nous, on ne demande pas à l'utilisateur. Alors, ce n'est pas le cas pour Lydia et Pumpkin, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui essayent d'innover dans notre secteur et qui demandent à l'utilisateur d'ouvrir un compte bancaire ou un wallet. Number 26, Revolut, enfin tous ces, même Hello Bank, etc., offrent de la valeur ajoutée dans un point donné, mais demandent à l'utilisateur d'alimenter un autre compte. Et donc pour nous, c'est pas adapté, parce qu'on ne va pas ouvrir un autre compte bancaire, c'est déjà un peu pénible, l'alimenter, donc gérer un troisième compte et savoir où est-ce qu'est son argent, juste pour avoir une feature, ce qui est un peu mieux là ou là. Et donc nous, on pense que tout doit partir directement du paiement et offrir une solution de paiement qui se synchronise directement avec tous les comptes bancaires de n'importe quelle banque, de n'importe quel pays. Merci. Voilà, le Blind Startup Contest jour 1 touche à sa fin. Un grand merci à Lionel Belli de la BPI, Maximilien Bacot de Brega, Pierre-Henri d'Entresangle de Ainov, Thibaut Canton de Seventure et Edna Ohana de 360 Capital Partners. Dans 9 minutes, on enchaîne avec la conférence de Boris Golden, qui est présent dans la salle. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Ce soir, les résultats à 18h en plénière.